Ils sont venus commenter l'actualité de ce mercredi sans surprise. Ils s'y attendaient. On va les faire plancher sur le défi de Manuel Valls, à rassembler la gauche, mais aussi sur les interrogations de certains députés de droite concernant le programme économique de François Fillon. Sans oublier, on vient d'en parler, la reprise d'Alep par les forces gouvernementales. Bonjour à Charles Becbédé et bonjour à Maurice Safran de Challenge. Bonjour. Alors, ce qui est bien avec la politique en ce moment, eh bien, c'est que ça ne s'arrête jamais. Dernier développement, Vincent Peillon, ancien ministre de l'Éducation nationale, s'apprêterait, on va le mettre au conditionnel, à annoncer sa candidature à la primaire de la gauche. Alors, question toute simple, peut-il représenter une alternative, un point de rassemblement entre Valls et Montebourg, ou bien ça risque de faire pchit, comme l'aurait dit un ancien président ? Bon, franchement, je pense que c'est un gadget, c'est une manœuvre, semble-t-il, politicienne pour gêner Valls. Ou Montebourg, j'en sais rien. Je ne sais pas qui est derrière tout ça, mais Peillon n'est pas très connu des Français. C'est un piètre ministre de l'Éducation, pour ceux qui s'en rappellent. C'est un des plus sectaires qui soit, puisque c'est lui qui voulait éradiquer tous les derniers liens qui pouvaient exister pour l'éducation des enfants lorsque la famille veut intervenir. Il disait non, c'est à l'école d'assurer l'éducation de A à Z et surtout pas aux familles. Enfin, la chose complètement folle. Ça vous plaît pas? Ça me plaît pas du tout. Donc non, je pense que ça n'ira pas très loin. Oui, c'est une manœuvre très clairement anti-Valls, absolument clairement anti-Valls. Contrairement à ce que dit Charles Becbédé, au sein de la gauche, Peillon n'est jamais apparu comme un sectaire. Il est apparu comme un social-démocrate central dans le Parti socialiste. Il n'a jamais été le représentant de l'aile gauche. Donc c'est une manœuvre, c'est clairement une manœuvre. Elle est clairement anti-Valls. C'est une preuve parmi bien d'autres, une preuve de plus que le front anti-Valls est en germe. Et tout le problème, plus qu'en germe d'ailleurs, qu'il est en action à chaque instant, le problème, c'est qui est en mesure d'incarner ce front anti-Valls. Alors, on a déjà un petit signe, puisque Marie-Noëlle Lienemann a fait savoir qu'éventuellement, elle ne se présenterait pas, toujours pour être le plus efficace possible contre Valls. Donc effectivement, cette opération Peillon, c'est une opération contre Manuel Valls. Qui serait derrière, on dit Martine Aubry, mais enfin le dément plus ou moins, non? Ça vous paraît une piste sérieuse? Ou bien il y a d'autres pistes? Il y avait, je crois, des contacts étroits entre Montebourg et Aubry, puisque Montebourg à un moment disait « Bon, si j'y vais pas, je n'irai pas si Aubry y va ». Donc c'est possible qu'en effet, ça favorise Montebourg. Bon, on va mettre les fins limiers des services politiques sur le coup. Avant de s'intéresser au défi de Manuel Valls, rendons-nous à l'Élysée. Ambiance paisible en ce lendemain de mini-remaniement. Premier conseil des ministres avec un chef du gouvernement qui s'appelle donc Bernard Cazeneuve. Un compte-rendu signé Stéphane Le Foll, toujours là, et clic-clac, la traditionnelle photo de famille. Comment qualifiez-vous l'ambiance, Marie Chantret, vous qui êtes sur place? Allez, vous avez droit à 2 adjectifs. Et vous me lancez vous aussi un défi, Philippe. Si j'avais 2 mots, je dirais grave et sérieux. Grave, car est-ce qu'effectivement il y a ce rappel de la menace terroriste qui couve toujours, et donc en toute logique le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve qui a été nommé pour succéder à Manuel Valls. C'est la priorité, la protection des Français. Studieux, car on l'a compris, chaque jour compte. 5 mois pour être à sa tâche, pour être utile à la France et aux Français, mais malgré tout avec un gouvernement qui a parfaitement conscience d'être en sursis, avec un chef de l'État hors jeu pour la présidentielle. Il faut remotiver les troupes et donc aller jusqu'au bout, avec un chef de l'État qui va continuer à dérouler son programme, son agenda, des déplacements en province, très nombreux. Demain, il sera à Marseille, samedi, il sera en Dordogne, des déplacements également à l'étranger. Vendredi, par exemple, il sera à Chypre avec un passage sur le porte-avions Charles de Gaulle. Mais son entourage nous le dit, il sera amené à s'exprimer sur de très nombreux sujets, tous les sujets, sauf la primaire. S'il avait dû prendre sa place dans cette primaire, il aurait été candidat. François Hollande qui veut continuer à défendre le modèle social, les valeurs de la République, et on nous explique que si on devait y porter atteinte, eh bien il se mettrait en première ligne. Mais là encore, pas de manière partisane. C'est en tout cas ce que défend aujourd'hui son entourage. Merci Marie. Grave et sérieux, donc, pour reprendre les 2 adjectifs pendant 5 mois que vous avez choisis. François Hollande et son entourage n'interviendront pas dans la primaire. Est-ce que vous y croyez? C'est ce que vient de nous dire Marie. L'entourage de Hollande
intervenir dans la primaire. De toute façon, le clivage parmi les différents cercles proches de François Hollande, le clivage est exactement le même que dans le reste de la gauche. Il y a des très proches de François Hollande qui veulent absolument casser Manuel Valls, le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, François Rebsamen ce matin, qui n'était guère amène vis-à-vis de Manuel Valls, On va l'écouter, et d'autres proches, le président du groupe socialiste au Sénat, Didier Guillaume, proche parmi les proches, qui est le directeur de campagne de Manuel Valls. Donc les clivages profonds qui existent au sein de la gauche existent évidemment au sein des gens qui entourent François Hollande. Est-ce que les Français dans tout ça et les sympathisants de gauche vont s'y retrouver? Bon, enfin, on verra. J'en fais pas partie. Non, ça, on le savait, on avait remarqué. 5 mois comme ça, est-ce que ça va être long? Oui, déjà on vous voit. Ça va être long. hocher Mais la tête. songez qu'il y a une semaine, donc voilà, les deux têtes de l'exécutif sont plus là. Donc, enfin bon, si François Hollande est toujours là, Oui. mais bon, il est devenu président de la 4e République. Et il va aller se balader en province, il va aller sur le Charles de Gaulle, c'est très bien, mais enfin, il est démonétisé, il est hors sol. Et puis donc un nouveau Premier ministre pour quelques mois qui va gérer les affaires courantes. Alors ça ne va pas être long, je crois, parce que Bernard Cazeneuve, on en a déjà les signes. Il suffisait d'écouter hier les députés frondeurs et les députés de droite. Bernard Cazeneuve, en quelques jours, en quelques semaines, va devenir incroyablement populaire. Il va devenir un des premiers ministres les plus populaires de la Ve République. Depuis hier, tout le monde tresse des lauriers à Bernard Cazeneuve. À part 2-3 députés de droite, tout le monde hier était unanime à saluer le caractère de Bernard Cazeneuve, sa façon de tresser des liens entre les uns et les autres. Les frondeurs ont dit qu'enfin, ils avaient en face d'eux quelqu'un avec qui ils pouvaient parler. Et on va se rendre compte dans les sondages qui vont sortir dans les jours qui viennent qu'il va devenir incroyablement populaire et qu'il va tirer la popularité du président qui a déjà pris 13 points. Il y a 29% d'opinion positive. Points, le président. 29%. C'est normal. très intéressant. C'est très intéressant que tout d'un coup, il va apparaître au firmament de la gauche, le seul qui ne soit absolument pas dans le coup pour la primaire, le Premier ministre. On est dans une situation à gauche totalement folle. Ça sera trop tard Mais pour on verra participer sur à la primaire. La popularité de Cazeneuve, j'ai un petit doute. Quand on sait la façon dont il a rejeté le rapport de Georges Fenech sur Le les seul attentats du député qui a Bataclan. critiqué Cazeneuve, c'est Georges Fenech hier. On se donne rendez-vous en février-mars pour voir la cote de popularité. On va rentrer dans le dur là maintenant, avec les regards qui se tournent toujours ce midi vers Manuel Valls. Il a débuté sa campagne direction le Doubs Audincourt aujourd'hui, où il fait moins 1 degré pour l'information. Son défi, rassembler, faire oublier le passé pour que les vieux grognards du PS ne s'expriment plus ainsi. On ne gouverne pas la gauche avec un 49-3. Il a de l'autorité. Il a de l'autorité. Il a une autorité naturelle. Elle ne doit pas se transformer en autoritarisme. En termes de programme, il va falloir regarder le programme. Le programme, il n'est pas détaché de la méthode. La méthode, c'est le compromis. Ce pays manque de compromis, de cette capacité à rassembler et à réunir. À Manuel Valls, aujourd'hui, au niveau de la méthode, de rassembler et de réunir. Voilà, rassembler, réunir, homme de compromis. Est-ce que Manuel Valls peut être un homme de compromis pour la gauche? Écoutez, le problème, c'est que non, parce que comme il a utilisé le 49.3 et qu'il a été dans des menaces au moment de la loi El Khomri, il est grillé, donc il a clivé énormément. Il a été Premier ministre 3 ans et demi, donc il est comptable du désastre du quinquennat de François Hollande. Et beaucoup de frondeurs lui en veulent beaucoup, donc enfin, c'est pas du tout un candidat de compromis. Alors, cela dit, quel est son opposant principal? Moi, je pense pas que ce soit Montebourg. Je pense que c'est plutôt Macron. Et donc, ils ont des programmes très proches, et ça va se jouer sur les personnalités. Mais il y en a qui n'est pas à la primaire aussi. Enfin, Moi, pour l'instant, on ne sait jamais. C'est une grosse différence. J'attendais, mais j'attends ça en vain depuis des mois et des mois. J'attendais que Charles Becbédé, par exemple, salue Manuel Valls, soit avoir brisé, puisqu'on peut enfin sortir du clivage droite-gauche, d'avoir brisé tous les lieux communs de la gauche. On peut au moins lui reconnaître ça. Non, personne ne lui reconnaît rien. Alors, il est dans une position plus que compliquée, puisqu'il est allé à l'encontre de toutes les vaches sacrées de la gauche, avec une méthode extrêmement brutale.
C'est-à-dire l'ISF, les 35 Tous les heures. 35 heures, l'ISF, la laïcité, il a une position sur la laïcité qui traverse totalement la gauche, comme la droite d'ailleurs, qui traverse totalement la gauche. Donc il a pris des positions. Alors ce qui est incompréhensible, c'est son choix depuis 48 heures. Comment celui qui a voulu moderniser la gauche française, comment celui qui a souhaité, dans un livre, que le PS abandonne son nom pour abandonner le mot de socialisme. Comment aujourd'hui celui-là peut penser gagner en faisant une campagne centrale ? Stratégiquement, je pense que c'est incompréhensible. Alors, hier soir, on va ausculter Manuel Valls. Il réunissait 150 députés à l'Assemblée nationale. On est plutôt content du nombre de participants, disait-on dans son entourage. Frédéric Delpech, vous êtes à l'Assemblée. Vous avez suivi cette réunion. Beaucoup de participants sont plutôt sur la ligne de... On attend maintenant pour voir. Bref, sur le bulletin de notes de la primaire, on a envie d'écrire, c'est bien. Mais peut mieux faire, c'est ça ? Oui, on peut dire ça comme ça. Effectivement, c'est plutôt un bon début pour Manuel Valls, même si cette mutation de l'ancien Premier ministre laisse perplexe ici. Il y a quelques instants, un député, alors certes pas socialiste mais écologiste, trouvait que la transformation du loup en agneau était un peu rapide et difficile à avaler pour certains députés. Bref, rien n'est encore gagné pour Manuel Valls. Alors certes, hier soir, il a réuni 150 parlementaires. Ses soutiens l'ont d'ailleurs fait savoir abondamment après la réunion, comme une forme de service après-vente, mais il fallait compter essentiellement dans ces parlementaires des députés et sénateurs valsistes de la première heure. Il y avait certes quelques Hollandais qui semblent tentés par l'aventure Valls, comme Razi Hammadi par exemple, quelques aubristes aussi, comme Olivier Dussopt, qui sera probablement son futur porte-parole, mais le gros des troupes socialistes n'est pas encore derrière Manuel Valls et ce ne sera peut-être pas le cas, car on a le sentiment que les députés socialistes, les députés hollandais notamment, ont le blues aujourd'hui et ne savent plus à quelle étoile se fier. Alors certes, certains vont être tentés par Manuel Valls, d'autres par Emmanuel Macron, et il commence à le dire ouvertement. Et puis il y a cette candidature que vous évoquiez de Vincent Peillon, qui serait poussée par certains Hollandais ici pour en quelque sorte faire barrage à Manuel Valls. Mais c'est vrai que cette candidature suscite quelques interrogations aussi, à savoir Vincent Peillon semblait plutôt retiré des affaires nationales. Il donne des cours de philosophie, il écrit des romans, il est député européen, loin donc des affaires nationales. Et d'autre part, cette candidature apparaîtrait comme une candidature anti-Valls, ce qui serait plutôt négatif en termes d'image. Et surtout, si elle est pilotée par les Hollandais, le score de Vincent Peillon, s'il est mauvais au soir du premier tour de la primaire, ce serait un désaveu pour le président de la République. Bref, il faut encore attendre de voir les choses s'éclaircir, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a le sentiment d'une grande confusion dans les troupes socialistes. Merci Frédéric. Oui, grande confusion. Après ce papier de Frédéric Delpech, il y a une question qui vient à l'esprit quand même, c'est dans quel état le Parti socialiste va-t-il ressortir de cette séquence ? Non mais le problème, c'est d'abord on se trompe sur les mots. C'est pas la primaire de la gauche. Ce n'est en aucun cas la primaire de la gauche. La primaire de la gauche, elle inclurait Macron et Mélenchon. C'est une primaire du Parti socialiste. Ça pose à Valls un problème énorme parce que toute l'aile, tous les électeurs, beaucoup d'électeurs sociodémocrates et sociolibéraux n'iront pas voter à la primaire du Parti socialiste. Ils iront éventuellement voter comme à droite, où il y avait tout le spectre de la droite, ils auraient été éventuellement votés à une primaire de la gauche. Une primaire du Parti socialiste, ça ne les intéresse pas. Donc Valls, il utilise aujourd'hui cet artifice de devenir central parce qu'il sait qu'il y aura, que ce sont les électeurs socialo-socialistes qui vont venir à cette primaire. Et il parle aux électeurs socialo-socialistes. Pour lui, c'est très compliqué. D'autant plus que dans les sondages, le gagnant de la primaire socialiste est toujours donné derrière Emmanuel Macron. À 10% pour Valls, 6% pour Montebourg, 5% pour Hamon. Même si les sondages, on a appris ces derniers temps à s'en méfier. Donc c'est pas très motivant pour, en effet, les électeurs qui gravitent autour des socialistes d'aller participer à la primaire.
Bon, voilà pour la gauche. À droite, c'est un papier de l'Opinion qui relate la réunion du groupe Les Républicains à l'Assemblée. Plusieurs élus ont remonté à François Fillon ce qu'ils entendaient dans leur circonscription, à savoir une inquiétude sur son programme économique et la sécurité sociale. La phrase qu'on entend le plus fréquemment en ce moment, c'est « Va-t-il mettre de l'eau dans son vin ?» François Fillon, est-ce qu'il doit le faire? Est-ce qu'il a intérêt à le faire? Est-ce qu'il doit rester sur sa ligne? Il faut qu'il reste sur sa ligne. Mais je crois qu'il y a eu... Même si les électeurs suivent. Non, mais il y a eu énormément de caricatures du programme de François Fillon. Parce qu'après tout, revenir aux 39 heures, baisser le nombre de fonctionnaires de 6,3 millions à 5,8 millions, j'inclus les agents des entreprises publiques, c'est juste un rééquilibrage. C'est pas du tout ultra-libéral. Il faut se calmer là-dessus. Alors c'est vrai que comme les médias, je ne vous accuse pas. Merci. Mais surtout, la gauche et le Front National ont matraqué depuis 10 jours sur le programme de François Fillon, parce que tout le monde était un peu surpris de son élection, en disant qu'il était ultra-libéral, thatchérien, voire pire. C'est lui qui dit, c'est thatchérien. Oui, mais Thatcher n'est pas aussi ultra-libéral qu'on ne le dit d'ailleurs. Il faudrait une autre émission pour parler de ça. Jusqu'au mois d'avril, on a le temps. Et donc, moi, je pense qu'il faut faire de la pédagogie. Il faut expliquer que c'est un rééquilibrage, que après tout, on ne travaille pas assez en France, on le sait, le nombre d'heures de travail par habitant, on est à 600 heures, alors qu'on est à 700 en Allemagne, la moyenne européenne c'est 800. Donc, quand on se remette à travailler un petit peu plus, ça serait pas mal. C'est Alfred Sauvy qui disait que c'est l'activité qui crée l'activité, le travail qui crée le travail. C'est le bon moyen pour lutter contre le chômage. Donc, c'est pas forcément idiot de décaler la borne 35 heures vers 39 heures, à partir de laquelle sont payées les heures supplémentaires, qui pourraient peut-être être payées un peu plus. Sur la sécurité sociale, là aussi, il y a beaucoup d'inquiétudes, mais en fait, ce qu'il a simplement dit, c'est que le reste à charge pour les dépenses qui ne sont pas couvertes par la sécurité sociale ou par les complémentaires santé, peut-être qu'on pourrait réfléchir à ce que ce soit lié aux revenus des ménages et peut-être au nombre d'enfants dans chaque ménage. C'est des choses plutôt intelligentes. Bon, c'est un beau plaidoyer pour la défense de François Fillon. Alors, là, je pense qu'il ne va pas être partagé. Non, mais le problème n'est pas le plaidoyer. Le problème, c'est de savoir qui a été élu à la primaire de la droite. Est-ce que c'est l'anti-image de Sarkozy? Est-ce que c'est l'anti-image de Juppé? Ou est-ce que c'est le programme de Fillon? Ou est-ce que c'est cet ensemble-là? Jusqu'à présent, peut-être que la France a totalement changé. C'est possible qu'elle ait changé. Jusqu'à présent, on nous expliquait dans les meilleurs cours de sciences politiques que sous la Ve République, les candidats libéraux ont fait au mieux 5 points. Alain Madelin étant le dernier de cette espèce-là. Peut-être que ça a changé. Ça remonte un peu, c'est 95. Peut-être que la France a changé. 95, ouais. Mais auprès de François Fillon, des personnages aussi importants que le président du Sénat, Gérard Larcher, le mettent en garde contre ces aspects du programme. Est-ce que les Français, est-ce que les électeurs de droite supporteront une remise en cause aussi profonde? On peut la contester, on peut la partager, c'est un autre problème. Mais est-ce que les électeurs de droite, est-ce que les plus vieux dans la population française, qui sont les électeurs de la droite, est-ce qu'ils accepteront la remise en cause profonde, et c'est ce que Fillon dit, c'est une remise en cause profonde du modèle social français, ça va être la grande question de la campagne. François Hollande a fait comprendre, ce qu'il a dit hier, c'est que la seule intervention qu'il aura dans la campagne, c'est sur ce point précis. Et il a déjà Hollande commencé. Interviendra dans la campagne contre Fillon. Ça, c'est clair. Bon, on aura le temps. Je dis c'est qu'il y a une exagération. Bon, vous aurez le temps d'ici le 27 avril, c'est le 27 avril, je crois, le premier tour, de revenir pour débattre sur ces points précis, défi de François Fillon, défi de Manuel Valls, mais lui, beaucoup plus rapide. Restez avec nous dans quelques instants. Un nouveau journal 13h, on fera le point sur l'actualité.